je suis Olivier Ruchot. Je préside l'association Dessinons ensemble l'avenir. Cette réunion a été décidée et organisée ensemble par Marietta en tant que députée et par l'association Dessinons ensemble l'avenir, qui est un mouvement de réflexion sur la société. C'est l'idée de notre association qui existe depuis 2018, maintenant, ça fait 5 ans, c'est de construire ensemble des projets qui peuvent aussi bien se décliner au niveau local, comment améliorer la vie ensemble, mais aussi ouvrir des réflexions sur différentes thématiques qui peuvent avoir une portée nationale, une réflexion d'ensemble. Donc nous avons déjà initié une réunion sur le thème du sport, il y a 15 jours, 3 semaines de cela. 2024, une année importante pour le sport avec les Jeux Olympiques. Alors on parle plus dans les médias du stress, de est-ce que Paris pourra accueillir ces Jeux et toutes les problématiques de transport, de logement, de sécurité qui sont liées à ça. Mais derrière la question du sport, il y a une vraie question, pas que économique, mais sociale. Le sport, c'est quand même ce qui nous rassemble tous. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est ensemble. Tout ça, on l'a abordé dans une précédente réunion. Et on a fait une deuxième réunion spécifique, puisque, en fait, au départ, il était prévu que M. Cattaneo, notre champion, puisse être à la première, mais pour des raisons de calendrier, ce n'était pas possible. Et on s'est dit, ça tombe très bien, parce que c'est un vrai sujet, en fait. Le sport et l'inclusion. Le sport est au cœur de la société. Le sport, c'est le lieu, le moment où on se côtoie, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, riches, pauvres, noirs, blancs. C'est le moment où on vit ensemble, on apprend à se connaître, où on crée le lien social qui fait que ça vit. Là où il y a des associations sportives, il y a de la vie. Et du coup, l'inclusion, c'est vraiment aussi au cœur de cette problématique. Donc on s'est dit que ça serait plus intéressant de faire ensemble une réunion spécifique où on va pouvoir aborder tout ce qui est formidable et aussi tous les problèmes qu'on peut retrouver au quotidien et puis faire ressortir tout ce qu'il est possible d'améliorer dans la société et pour l'inclusion par le sport. Donc voilà l'idée générale. Alors je vais laisser la parole à Odile parce que moi je ne pourrais pas rester parce qu'il y a un spectacle malheureusement juste après. Mais Odile va prendre la parole à ma place en attendant Marietta et va présenter donc les différents intervenants de cette réunion. Voilà, merci. Donc, moi, c'est Odile Berny, je suis conseillère municipale et à la commission sport avec Olivier. Donc, c'est vrai que le sport, c'est très important à mes yeux. Et en fait, je vais vous dire une citation de Nelson Mandela qui me plaît bien. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les gens comme peu d'autres moyens le font. Je pense que c'est universel. Donc ce soir, on a vraiment du beau monde. Donc est-ce qu'il faut présenter? Donc on a Arnaud Lisambard, donc il a beaucoup de casquettes. Arnaud, il est enseignant donc en Costaps à l'Université du Mans. Il est enseignant à APA au Centre de l'Arche aussi, et cofondateur et coordonnateur de l'association APA, Activité Physique Adaptée, et de la maison Sport Santé au Mans aussi. Donc Damien Paris aussi, qui est aussi éducateur en activité physique adaptée au Centre hospitalier du Mans, et puis aussi préparateur physique en sport santé aussi. Alors, Frédéric Cattaneo, notre champion olympique, en tennis paralympique. Tennis fauteuil, exactement. Oui. Tennis fauteuil. La discipline, c'est tennis fauteuil. Il saura bien nous parler Paratennis. du sport à haut niveau, cette fois. De même que Sandrine Allier, qui est ici, multimédaillée aussi dans plusieurs sports différents. Suite à une transplantation, beaucoup de sports différents, multimédaillés. On a aussi d'autres champions ici. On a Hugo Barbotin, qui est sélectionné pour les championnats du monde de Prague, en aviron cette fois.
On a Jason qui est en athlétisme à bon niveau aussi national. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Double champion du monde de cross. Oui. Bravo. L'athlétisme, ça. Entre autres. Très bien, très bien. Donc, en fait, vous pourrez tout au long de la soirée intervenir. Et puis, ce qui est important, c'est si vous avez des questions, comment on peut améliorer et ajouter au niveau municipal, régional, dans toutes les catégories sportives, toutes les disciplines. Voilà. Eh bien, peut-être à vous, si tu veux, je sais que tu es pris aussi après, si tu veux démarrer. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir demandé de venir aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de parler un petit peu d'inclusion à travers l'activité physique, notamment. Alors, on a des champions avec nous, on a la chance de vous avoir là, et aussi dans le public. Mais l'idée, effectivement, c'est que ce sport permet de se sentir bien, au niveau social, au niveau de soi-même aussi, je pense. Ça permet de passer des frontières, de se surpasser, etc. Et nous, en fait, on a une filière, on a fait la même formation, mais on est donc enseignant en activité physique adaptée. Donc, on a fait notre formation STAPS au Mans, notamment. Il y a d'autres facs aussi qui le font, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'on va, par cette formation, se former aux différentes pathologies pour les connaître, la physiopathologie les objectifs, les contre-indications et tout ça. Et à partir de ces contre-indications, on va pouvoir nous proposer de l'activité physique qui va être totalement adaptée à nos patients. Donc, dans un premier temps, dans la phase, on va dire, aiguë, on va avoir un temps dans les centres de rééducation, dans les SSR, à l'hôpital, etc. Des moments où on va travailler sur la réadaptation physique, on va dire, donc avec du réentraînement à l'effort cardio-respiratoire, musculaire, la coordination, la souplesse, l'équilibre. Et puis, les gens, après être sortis des centres, eh bien, on va pouvoir les accompagner, comme le fait Damien, comme nous on le fait aussi par l'intermédiaire des différentes structures, associations, pour continuer ces activités et pouvoir maintenir un niveau physique grâce à l'activité physique qui va permettre, dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça le but, hein, on a des champions ici, c'est très bien, mais nous, la majorité des gens sont des gens qui ont juste besoin et envie d'aller mieux dans leur vie de tous les jours. Donc on est là pour les encadrer et les accompagner là-dessus. Voilà. Je vais rejoindre le propos d'Arnaud. Comme on vient de la même filière, on a globalement à peu près les mêmes patients au quotidien. Nous, notre combat, c'est surtout alors d'accompagner des champions aussi, mais c'est d'accompagner des gens qui ont des handicaps à leur propre compétition, qui est la vie au quotidien. Et dans un premier temps, les empêcher de décroître, d'avoir des capacités qui diminuent, de les améliorer si on peut, et puis de les préparer à leur compétition, qui est la vie tous les jours. Et ça, c'est à la fois physique, et puis c'est aussi psychologique, parce que l'activité physique a un gros aspect psychologique. Et puis c'est social, parce qu'on a des gens qui se retrouveraient peut-être tout seuls, isolés dans un désert complet, sans avoir personne qui peut les aider ou qui va pouvoir être avec eux au quotidien. Et nous, on est là. Alors nous, plus tous les autres patients, ça fait un petit groupe, c'est sympa, ça leur permet de passer un bon moment. En plus d'avoir un effet positif sur leur santé, on a un effet positif sur leur santé mentale au quotidien, et ça, c'est un aspect non négligeable. Créer des petits groupes comme l'a fait Arnaud avec son association, comme moi je peux le faire au domicile ou dans certains quartiers de la ville, c'est un vrai plus, et c'est un moment de partage. Donc, que ce soit avec des gens qui sont en difficulté physique, en difficulté psychologique ou en difficulté financière, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Moi, je m'occupe beaucoup de sport dans les quartiers, et on a des gens qui ont juste des difficultés financières, qui ne savent pas comment faire, et on leur offre l'accompagnement. On fait en sorte que, avec des fonds de droite et de gauche, on puisse mettre un éducateur auprès de ces personnes-là qui ont un besoin social surtout d'avoir une activité physique. Frédéric, on va peut-être aller dans l'ordre. Oui, bonjour à tous et à toutes, merci de m'avoir invité. Donc moi en fait je suis joueur de tennis fauteuil depuis maintenant
ans, l'année prochaine, 2024. Donc ça tombe très très bien. On sait que 2024, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une année très importante. Donc c'est les Jeux de Paris 2024 et je suis effectivement en préparation pour cette sélection qui se fera dans la semaine du 15 juillet. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça paraît loin, mais pour moi, enfin pour tous les sportifs, c'est demain. Donc il faut continuer à se préparer comme il faut pas avoir de blessures, voilà, donc il faut se préparer correctement. Et voilà, donc après j'espère représenter mon pays, j'espère faire le maximum de moi-même et j'espère amener une petite médaille à la maison et puis faire plaisir à tous les citoyens français. Une belle médaille. Quelle que soit la couleur déjà, elle sera très belle. Après, voilà, on verra. Après, l'avenir nous le dira. Merci à vous. Courage en tout cas Merci. pour tous ces entraînements, toute cette préparation, c'est pas rien. C'est pas rien. Après, c'est vrai que ça fait. J'ai déjà fait 3 Paralympiades. Moi, j'ai fait Londres en 2012 avec une médaille déjà d'argent. J'ai fait Rio en 2016 et Tokyo en 2020. Et donc là, ça sera mes 4e si je suis pris à Paris. Donc, il n'y a pas de raison normalement. Mais voilà, après, moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu croire avant mon accident qui est survenu donc en 2002, un accident de la route. Donc c'est des choses que je vis et que je vais encore vivre à l'avenir. Et c'est ce que je dis souvent. Après, malgré cet accident et grâce et à cause de cet accident, ça me permet de faire beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas eu cet accident. Donc pour moi c'est une force. C'est une force, cet handicap, et j'essaye de rebondir et d'en profiter un maximum pour vivre tout ce que je vis actuellement et ce que je vais vivre dans le futur. Bravo en tout cas. Et tous nos encouragements. Merci. Sandrine. Alors bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Moi je suis ancienne footballeuse de haut niveau et j'ai eu un cancer en 2012, en 2000, et j'ai subi une transplantation de moelle osseuse en 2012. Et donc maintenant je fais partie de l'équipe de France des transplantés et je fais les championnats du monde, les championnats d'Europe et notamment les derniers championnats du monde à Perth en avril dernier. J'ai ramené 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Je pratique plusieurs disciplines, le squash, le tennis, la course à pied, maintenant le padel, toujours un peu de foot, c'est mon sport de prédilection. Et notamment, je suis allée à l'Arche en rééducation avec Arnaud après ma greffe de moelle osseuse. Et heureusement qu'il y a des professeurs d'activité physique adaptée pour un reconditionnement après la maladie. Merci à vous. Merci à vous. Et là, je prépare les championnats d'Europe au mois de juillet à Lisbonne. Bravo. Notre grande sportive du jour, Arietta. C'est un autre sport. Je vois Jason. Merci d'être là. Moi aussi. Merci à tous. Je suis désolée, mes excuses parce que oui, c'est du sport aussi, quelque part. Mais bon, parce que j'étais sur un autre sujet d'immigration qui va venir la semaine prochaine en séance. Je suis rentrée ce matin de Paris, donc voilà, il fallait. Et puis il y a beaucoup de circulation et quand il pleut, ça n'avance pas. Voilà. Bon. C'est un constat. Mais je sais que Olivier était là aussi, donc effectivement, parce que je sais qu'il était pris, puis Odile, qui est ici présente également et qui s'était présentée, j'imagine, voilà, avec le travail. Je salue aussi dans la salle plusieurs élus, présents, citoyens, responsables d'associations, monsieur le maire de Changé, qui est par ailleurs mon suppléant. Voilà, qui est présent aussi. Alors oui, on a voulu peut-être, avant de passer peut-être la parole et lancer un peu par des témoignages, etc., je dirais le sujet.
Alors le sujet, vous voyez, il y a eu deux volets. Il y a eu un volet sport santé, et puis le deuxième volet sport adapté. Les deux toujours, enfin en tout cas le sport comme un vecteur d'intégration, comme un vecteur aussi de santé, l'activité physique, quelle que soit finalement la pratique, quel que soit finalement aussi voilà, le niveau, la valide, handicap, peut-être aussi avec des maladies parfois qu'on peut avoir aussi, qui peut toucher tout le monde, et qu'effectivement il y a besoin de faire aussi de l'activité sportive. Et moi j'ai regardé un petit peu la définition, pour lancer un petit peu les questions, la définition un petit peu qui est indiquée sur le sport adapté. En fait, quand on regarde bien, on parle des activités physiques et sportives, et on voit adaptées, et qui sont souvent des activités et sports accessibles aux personnes en situation de handicap mental ou physique. Et la Fédération française de sport précise, je vous lis, du sport adapté dit que toute personne en situation de handicap mental ou physique, quels que soient ses désirs, ses capacités, ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport, de son choix, dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté. Voilà, je sais qu'ici, les responsables du comité sport, voilà, la FEDE, exactement, c'est pour ça que c'est handicap psychique, la définition. Exactement. Psychique et non pas physique. Non, psychique, pardon, oui, psychique et psychique. C'est ce que l'on apprend par cœur. Voilà, vous l'avez bien pris par cœur. Moi, je suis allée regarder la définition, et pour rappeler un petit peu, qui nous ramène totalement un petit peu à cette rencontre. Et quelque part, pour dire que, en fait, rencontrer ces acteurs, ces pratiquants aussi, que vous êtes, ces enseignants et éducateurs, c'est une façon aussi de découvrir, me semble-t-il, le sport pour toutes et tous. Et donc, moi, on voulait, donc avant de peut-être vous poser quelques questions, c'est d'abord, je pense qu'il faut travailler sur la question de l'envie et de la motivation. La vie et la motivation, le niveau de motivation des personnes en situation de handicap, par rapport à l'activité physique et par rapport aussi globalement le milieu sportif, sont les mêmes motivations, les mêmes envies, que ce soit pour des publics variés. Donc ça, c'est un constat qu'il faut donc rappeler. C'est pour ça d'ailleurs, quand on apporte les questions du sport adapté, j'aurais voulu, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui, notre karatéman roumaine, je dirais, Madame Erto, qui effectivement, elle était en réunion avec Tarmac ce soir, donc ne pouvait pas être là, mais pour parler aussi du sport adapté aussi aux femmes et d'autres personnes. Alors pour certains, il s'agit d'entretenir le corps. Pour d'autres, c'est le plaisir. Pour d'autres aussi, c'est pour tisser le lien social. Ça, il faut aussi le rappeler. Et puis, je pense que les activités physiques et les activités, finalement, oui, je parle d'activités physiques et sportives, nous amènent un petit peu à poser à 360 degrés, finalement, je dirais, les questions de l'accès aux activités pour toutes et tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que la question du sport adapté nous amène à se poser ces questions-là. Alors moi, je soulevais avec l'aide d'Odile, parce qu'on a échangé un petit peu aujourd'hui, 2-3 pistes pour vous passer la parole aux uns et aux autres. C'est d'abord la question de l'accessibilité aux activités sociales en général. La logistique, y compris sous l'angle d'aller dans les structures de clubs. L'auto-exclusion qui existe parfois parce qu'on n'ose pas finalement franchir et pour des personnes intéressées. Ou encore le coût, il faut aussi l'évoquer. Puis peut-être aussi
évidemment les bénéfices de l'inclusion qu'on peut avoir. Alors voilà un petit peu ces quelques pistes qu'on vous lance avec ici présente et puis d'autres élus, je sais, qui œuvrent sur le terrain et responsables ici présents pour aborder ces questions, parce que souvent nous échangeons de manière un peu segmentée, hein, mais là ça nous amène par le sport et l'activité sportive d'aborder plein d'autres sujets pour y accéder. Alors, voilà un petit peu les questions, peut-être on peut, mais s'il y a d'autres choses aussi qui peuvent s'ajouter, est-ce que, qui veut commencer? On a fait les présentations déjà un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans l'assistance aussi? Je ne sais pas. Non, mais c'est déjà, oui. Et puis il y a ces questions-là aussi, de comment finalement on peut accélérer. Je voudrais juste en préambule d'abord merci de cette invitation et merci à toutes les personnes qui sont présentes. Donc je suis Richard Magnette, je suis secrétaire général de la Fédération française Sport Adapté et depuis peu j'ai l'honneur aussi d'être au comité de sélection paralympique pour les athlètes de Paris 2024. Je voudrais juste faire un petit préambule. Effectivement, il y a 52 ans en arrière a été créée la Fédération française Sport Adapté, qui effectivement s'adresse aux personnes qui sont en situation de handicap mental, psychique ou qui souffrent de troubles du spectre autistique. Et donc, à l'époque, le terme de sport adapté était relativement restreint. Et quand nous avons déposé à l'INPI le slogan sport adapté, on nous a bien précisé qu'on ne pouvait pas utiliser l'INPI pour déposer sport adapté. On ne pouvait déposer que le logo et une définition qui a été pour nous la définition à chacun son défi. Donc le terme de sport adapté regroupe sur un plan générique à la fois l'activité de cette fédération spécifique, mais aussi tout ce que font les éducateurs sportifs ou les professeurs de sport qui sont issus des filières STAPS, APA. Et donc, quand on parle de sport adapté au sens général du terme, on touche aussi bien le handicap moteur, on peut aussi bien toucher des personnes qui, effectivement, ont subi des interventions et autres. Donc, dans la discussion, il faudra bien qu'on fasse la part des choses entre les différents handicaps, parce que si on vient par exemple à parler de l'accessibilité d'une personne en fauteuil et l'accessibilité pour une personne en situation de handicap n'est pas la même. On a plus besoin, vous m'excuserez, je vais prendre, c'est le nom d'une chanson, c'est prendre un enfant par la main. Voilà, parce que nous on a plus besoin d'aide humaine que d'aide matérielle. Voilà, c'était juste ce petit préambule. Mais autrement, merci de nous permettre, avec les amis des différentes associations qui sont là, avec notre champion du monde, de nous permettre d'être présents à vos côtés. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de consacrer un petit peu de temps pour échanger sur ces questions qui peuvent avoir des impacts à la fois dans les politiques publiques qui peuvent être menées au niveau des collectivités, au niveau de la nation aussi, parce que moi, à chacun un petit peu aussi sa part de contribution quelque part. Et je crois que c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut effectivement aborder les problématiques, mais aussi des bonnes pratiques, des bonnes politiques publiques qui peuvent être menées pour s'inspirer aussi comme exemple aussi. Donc vous êtes, voilà, moi je pense qu'il faut peut-être laisser aussi la salle poser aussi des questions. Oui. Désolé, je garde là, ça fait une situation sanitaire qui... Oui, oui. Je suis un des co-présidents du club omnisport de la CSAE. Donc on a deux casquettes, on a le club omnisport dans laquelle on a une section spécifique pour accueillir les personnes en situation de handicap mental ou physique. Et puis je porte aussi une maison pour ça. Je pense qu'il y a un point que vous n'avez pas évoqué dans les difficultés entre guillemets qui pourraient être rencontrées par les personnes en situation de handicap, c'est les moyens qui sont mis à disposition des établissements spécialisés. Aujourd'hui, on se rend compte, samedi, je pars avec une équipe faire du handball adaptée à Angers, c'est les bénévoles qui les emmènent. Depuis 2008 qu'on a créé l'activité, en 2008, les directeurs des services m'ont dit il ne faut pas que notre organisation
pallie le fait que le sportif ne puisse pas faire son activité. Ce sera à nous de nous organiser. On est en 2023. Là, cette semaine, il y a encore des mouvements sur le rond-point de l'EPSL. Aujourd'hui, c'est mort. Il y a des sportifs qui ne vont pas pouvoir venir ce week-end parce que les établissements sont en manque d'effectifs et ne peuvent pas libérer un éducateur pour l'emmener parce que sinon, ça fout la dame dans le service. C'est ce problème-là qui est important. Parce que sinon, ils sont tous prêts à... Le deuxième point, et vous venez d'évoquer, c'est les maisons de sport santé. Il y a un projet de loi qui a été passé de la sécurité sociale il y a quelques semaines. Il est passé avec un 43. Voilà. Et toute la partie qui était prévisible de prendre en charge par la sécurité sociale et les prescriptions médicales, certaines, il y a eu une autre, ça a été retiré. Donc aujourd'hui, notamment les maisons de sport santé, on va être labellisé pour pouvoir recevoir des fonds de la sécurité sociale comme un médecin et autres. C'est quelque chose qui va. Alors, ça a été rectifié, je crois. Il y a eu quelques maladies, le cancer, je crois qu'il va pouvoir être pris en charge. Mais là aussi, dans une année 2024, le sport, c'est une grande cause nationale. Je crois que l'État, en guillemets, sans citer personne, il ne met pas trop en adéquation sa volonté de mettre le sport comme grande cause nationale. Et derrière, les associations et bénévoles qui sont au quotidien en contact avec les gens, on rame un peu. On rame un peu. S'il y a des évolutions à faire, c'est à la fois un établissement médico-sociaux qui manque de structure. Normalement, il doit y avoir un référent sport dans chaque établissement médico-social. Selon si on nous donne, on ouvre des enfants santé pour accueillir le patient, ils nous envoient les médecins, qui derrière nous disent, on prend rien en charge, à 2 € la séance, on nous fait pas. Toute une ambiguïté là. Merci pour... Mais je fais exprès de ne pas aborder tous les sujets, justement, sinon ça ne sert à rien. Je lance des pistes, nous lançons des pistes de réflexion et puis pouvoir aussi faire parler et puis témoigner chacune et chacun parce que vous avez tous de l'expérience. Donc c'est important aussi d'en bénéficier. Voilà. Mais merci, c'est une très bonne remarque. Oui. Le sport, dans la pratique de la cité, j'ai abordé les difficultés. Monsieur vient d'en parler. Nous accompagnons des infirmoteurs sévères dans les établissements. Il y a besoin de venir faire la sensibilisation par rapport au sport, au-delà de ce segment de la population. Au-delà, le sport, c'est 47% de la population qui est pratiquante. Et il parlait tout à l'heure de sport et santé. Dans cette relation, je pense qu'il y a une bonne communication à faire sur le sport. Cela suppose aussi qu'il y a des moyens de transport. Nous avons des établissements excentrés, on ne peut pas dire en zone rurale. Le désir de pratiquer le sport peut être manifesté, mais nous sommes dans une capacité d'accompagner. Manque de professionnels dédiés à détacher pour l'accompagnement. Manque de véhicules adaptés. Et quand les bénévoles s'y mettent, parfois les espaces dédiés sont inaccessibles. En fauteuil, on ne peut pas rentrer dans toutes les salles de sport, ainsi de suite. Donc voilà, la problématique se pose en termes très sérieux et du coup, les personnes renoncent. Alors, il y a des infrastructures, on ne peut pas y aller. Là, il se pose un problème de droit. Voilà, s'il a accédé au stade de sport. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est les professionnels du sport et les étudiants en stade. Peut-être aussi intégrer une démarche vers ces établissements qui accueillent des personnes totalement isolées dans les campagnes. Et aller sensibiliser au sport, parce qu'il y a de l'autocensure. Je pense que quelqu'un en avait parlé tout à l'heure. Ils se disent, bon, le sport, c'est pas comme... Non, c'est pas de la compétition de la haute performance. Ça, c'est vous qui pouvez le dire. Merci. On est d'accord, c'est pas forcément du sport à haut niveau à chaque fois, c'est aussi de l'activité physique. Mais peut-être l'accès, c'est vrai au niveau rural,
Mais est-ce que la communication est suffisante pour accéder parce que, bon, et bien sûr, l'activité physique adaptée à l'Arche, vous allez être, on va vous en parler, mais tout le monde ne passe pas forcément par l'Arche. Excusez-moi. Il y a un vrai problème, effectivement. Il y a les maisons sport santé donc, sur la Sarthe. Donc, des maisons sport santé sont des endroits, structures associatives, privées, qui sont là pour référencer l'offre de pratique en termes d'activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap, maladie chronique, etc. Donc globalement, en Sarthe, je pense qu'on est 4, 5, 6 même. Voilà, merci. Et donc vous pouvez contacter ces structures-là qui vont vous dire, voilà, nous on est là, on peut vous proposer ça. Sinon, proche de chez vous, il y a ça. Et il y a un dispositif régional sur Internet qui s'appelle On y va. Alors, ça permet de recenser l'offre de pratique en termes d'activité physique adaptée sur le territoire, donc dans la région. Et donc, en fonction de votre logement, voir un petit peu ce qu'il y a autour. C'est un petit peu brouillon encore le dispositif On y va parce que ça recense plein de types de pratiques qui sont parfois très bien adaptés et puis parfois un peu moins. Mais au moins, ça le mérite d'être là et ça vous permet d'avoir les numéros, les qualifications, entre guillemets, des différentes personnes qui interviennent et de pouvoir un peu se renseigner là-dessus. Nous, à l'association donc APA, on a effectivement un partenariat avec le Centre de l'Arche, donc Saint-Saturnin, la ville du Mans qui nous met à disposition aussi la base d'Aviron, quartier Chancel. Et justement, effectivement, on a cette problématique-là des gens qui... Alors, on a des gens qui viennent de Sillé-le-Guillaume, de Conly, etc. Donc, ils viennent de loin, les gens, pour venir ici. Et je trouve que c'est pas normal, effectivement, vous avez raison. Quand j'habite Conly, Sillé-le-Guillaume, normalement, je devrais pouvoir avoir une activité adaptée pas loin de chez moi. Et l'une de nos missions aussi, c'est de pouvoir, donc, d'une, répertorier, vous orienter, mais aussi, à un moment, proposer des activités un peu plus proches des gens. Donc, de notre côté, on est en train de voir pour travailler avec des communes autour qui pourraient nous accueillir. On va un petit peu, on a vu avec Ivry-l'Évêque justement pour proposer des choses et pourquoi pas aller plus loin. On est en train de voir cette démarche-là, mais effectivement, c'est toujours aussi l'idée et on en parlait au niveau financier, c'est-à-dire que si on envoie un camion avec du matériel dans une commune à La Ferté-Bernard avec un professionnel formé, si j'y vais et que j'emmène et que je travaille pour 2 personnes à La Ferté-Bernard, les 2 personnes, je ne vais pas les faire payer 50 € pour qu'ils puissent payer mes frais de trajet, tout ça. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on est en train de travailler sur des possibilités justement d'accompagnement pour que les gens, ça leur coûte pas trop cher. Alors après, je reste persuadé qu'il faut que ce soit payant quand même. Tu parlais d'accès gratuit et c'est très bien. Voilà, mais je trouve que tout travail mérite salaire, d'une part. Et d'autre part, moi, quand je vais dans mon association de course à pied, je paye. Quand je vais dans mon association de foot, je paye. Et donc, il y a une petite contribution. Alors, on est d'accord que les allocations parfois handicapés sont pas forcément à la hauteur de ce qu'il y aurait besoin. Ça, j'en suis conscient et je ne maîtrise pas ce côté-là. Mais le simple fait d'avoir une petite cotisation me crée un lien, déjà. Voilà, je vais peut-être avoir plus de motivation à venir, plus d'engagement en tout cas. Et ça me semble important, malgré tout même, enfin, on sait que parfois ça ne couvrira pas forcément les frais engagés par les structures, mais au moins ça mérite d'être là. Donc voilà, après, donc le dispositif On y va qui peut permettre d'ouvrir un petit peu les choses, les différentes maisons sport santé qui peuvent aussi vous renseigner. Vous tapez maison sport santé Sarthe, vous allez avoir les 6 numéros des personnes et des structures surtout, qui vont pouvoir qui sont un peu cartographiés à l'Aune, Brulon, il y a le Capas que j'ai cru voir Camille. Pardon? Capas? Ah si. Ouais. Donc voilà. Non mais globalement, voilà, vous avez en théorie des gens qui peuvent vous accompagner. Voilà. Il faut que je précise. Quand je parle du coût, c'est pas l'accès gratuit. Non. Nous avons conventionné, par exemple, avec la Fédération française dans le sport. Super. Il n'y a pas de professionnels. Ouais.
Je vous parle de personnes polyhandicapées. Oui. Pour du transport, pour les emmener à conduire à... Eh oui, 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 ça c'est pas simple. Et aussi des professionnels qui les accompagnent. Oui, je comprends. Ils sont plus détachés. Je comprends. Il y a un problème de professionnel. Donc on fonctionne en mode dégradé. Ah ben je comprends. Vous comprenez? Je comprends. Là, non, non, mais c'est clair. Et vous invitez à venir aussi dans les structures, peut-être. Dans les structures. Oui. Trouver ces professionnels. Voici ce que vous pouvez faire. C'est des choses qu'on propose. C'est des choses qu'on propose, ouais. C'est des choses qu'on fait. C'est notre profession. Alors c'est encore compliqué. L'employabilité de sortie de diplôme est encore difficile parce que on coûte cher, parce qu'on ne ramène pas forcément beaucoup d'argent et c'est pas évident pour les structures de nous employer. Mais on essaye d'aller dans chacune des structures, proposer notre activité. Alors c'est des heures par-ci par-là, c'est pas évident, mais aujourd'hui je suis persuadé qu'on a une armée d'éducateurs APA qui sort de diplôme et qui est prêt à intervenir. Tu en as tous les jours chez toi, j'en ai tous les jours dans ma boîte mail, ils sont prêts. Que ce soit dans les maisons sport santé, que ce soit en libéral, que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres, il y a toujours du monde qui est prêt. Et si vous avez une demande particulière, on peut faire en sorte d'aller dans votre centre avec votre appui. Mais il faut aussi des fois que les centres manifestent leur envie parce que on a pris aussi beaucoup de refus d'aller dans les centres, c'est pas évident pour eux. Et il ne faut pas hésiter à se remanifester, à redire que voilà, on est là, on existe et on a besoin. Nous, on est conscient de ce besoin-là, on sait parfaitement ce qu'il faut faire pour chaque handicap, pour chaque type de personne. On est là, on a les connaissances, on a les compétences, mais des fois, c'est le coût financier qui nous bloque et c'est notre principal cheval de bataille aujourd'hui, c'est le coût financier. C'est ça. Parce qu'on a une réelle armée d'éducateurs APA qui est prête à intervenir. On a des structures où une année, ils vont avoir des financements. On y va 2 heures par semaine. Et là, cette année, on nous a dit, écoutez, on n'a plus les financements. Vous venez une fois toutes les 2 semaines. Donc, on comprend, voilà, mais on ne peut pas envoyer du monde gratuitement non plus. En fait, donc c'est logique. Le seul truc, c'est que, et c'est pour les responsables de structures, pour les responsables d'associations, etc., trouver des subventions, etc., c'est un boulot monstre. Hein, on le sait tous. C'est des dossiers comme ça pour à la fin, il n'y a rien. Et puis voilà, c'est du temps pour des bénévoles. Voilà, et on peut entendre et on peut comprendre quand les structures nous disent là, j'ai pas de budget. Malheureusement, il y a des trucs qui sont importants, les soins, etc. Tout est important. Hein. Vous imaginez bien que je pense que l'activité physique est importante. Mais en fait, dans le social, dans le médico, on essaie de faire au mieux, entre guillemets, mais c'est dans toutes les structures pareil, dans les EHPAD, partout. En fait, si je peux me permettre, pour passer la parole aussi à d'autres personnes qui ont demandé, vous avez soulevé dans les questions et les réponses, là aujourd'hui, à ce moment-là, la question de l'accompagnement globalement, en fait. Et cet accompagnement, à la fois qui se justifie parce qu'il y a non seulement un désir, il y a aussi un besoin d'activité physique adaptée aux différents publics. Ça a été rappelé d'ailleurs la dernière fois par l'intervention du cardiologue qui a intervenu pour montrer qu'il y avait besoin aussi d'activité physique pour la santé, tout simplement pour être en santé pour tout le monde. Il y a la problématique comment on intègre finalement cette pratique, cette activité physique dans les projets d'établissement, avec des financements qui sont dédiés directement dans le projet. Et pas forcément comme une activité annexe, mais ça contribue complètement dans le projet finalement de vie, quelque part, dans un établissement, s'il s'agit d'un établissement, ou tout simplement dans la vie tout court, de tout être, de toute personne aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on peut prévenir un certain nombre aussi de maladies, parce qu'on a des médecins ici, ils peuvent prendre la parole, ils ont des connaissances, ils peuvent effectivement intervenir sur ces questions-là. Et effectivement, c'est la question de l'accompagnement, comment on considération et comment on finance cet accompagnement-là dans la pratique et dans ce qu'on veut porter. Certes, ça peut venir par l'État avec des politiques publiques, ce que je disais un petit peu au début, qu'on a besoin de politiques publiques qui embarquent globalement, parce que ce qu'on peut faire de manière spécifique ou de manière globale, le spécifique peut se retrouver, et vice-versa.
c'est ça qu'il faut, coordonner à un moment donné au niveau des politiques publiques. Et puis qui sont relayés aussi par les différents acteurs, que ce soit effectivement les collectivités dans leurs compétences, et que ce soit effectivement aussi des établissements, on parle des EHPAD, voilà, il y a des choses qui ont beaucoup évolué, mais ça passe par des moyens humains, ça passe effectivement par aussi une ouverture du projet d'établissement à d'autres pratiques, et donc ça se joue à différents niveaux, hein, si je peux me permettre, et ça peut être impulsé par l'État, mais pas que. Voilà, il ne faut pas attendre que l'État, malheureusement, voilà, il peut impulser les politiques, mais à un moment donné, il faut aussi l'intégrer dans le budget du projet d'établissement pour pouvoir finalement l'intégrer et le réaliser normalement. Mais je voulais passer la parole. Voilà, allez-y. Si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole. Daniel Cartereau, le club de voile à la Gévry. Donc nous avons une activité handivalide voile. Et le problème, justement, on a un adhérent, je vais juste donner un exemple, on a un adhérent, on vient d'ouvrir à l'automne la section, suite à la fermeture de Antenol, justement. Donc on a repris cette activité voile. Le souci, c'est l'accompagnement des personnes et le transport. On veut juste donner un exemple d'un adhérent. Il est à Andy Village et venir d'Andy Village à la Gémerie avec quelqu'un qui est dans un fauteuil électrique, assez lourd, etc., c'est pas simple. Donc il dépend automatiquement des transports en commun qui demandent des réservations qui sont, semble-t-il, avec des délais assez longs. Un mois à l'avance. Donc au niveau souplesse, c'est pas simple, on a du mauvais temps, des choses comme ça. Et encore, on n'est pas sûr de les avoir. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis concernée parce que justement, je sors d'ambulance. Je n'avais pas l'aller, mais j'avais que le retour. Donc, je fais comment pour y aller? Ça fait un bon échauffement. Oui, ou alors il faut des bonnes piles. Ça dépend de la batterie. Je rigole. La séance était de 14h à 16h30 à peu près. Il nous a dit, non, le bus va venir à 15h30. Donc ça veut dire qu'on diminue la longueur de la séance. Et se pose un deuxième problème, c'est l'accompagnement de cette personne pour l'aider. Bien sûr. Parce que mettre en œuvre du matériel de voile, c'est assez compliqué. Bon, le moniteur que nous employons pour le faire, il a du temps à passer, mais il y a du matériel qui est lourd, le transfert, le bateau à moteur, la sécurité, etc. Et on a donc des bénévoles. Mais ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que les bénévoles, c'est pas toujours simple de les avoir en permanence toutes les semaines, donc c'est d'avoir un accompagnement qui soit possible. Voilà, c'est simplement pour illustrer un des problèmes que nous rencontrons. Mais notre souhait est de développer cette activité en ligne. Nous avons rencontré aussi d'autres associations récemment qui nous ont parlé comme Multira, l'ARC par exemple, effectivement des activités qui peuvent être ouvertes aussi effectivement à des personnes qui peuvent avoir un handicap physique ou selon les activités ou autres, mentales, etc. Et en fait, chaque fois, c'est ce problématique-là de l'accessibilité, le premier élément, et donc la disponibilité aussi des locaux. Et donc ça veut dire quelque part la volonté de mettre en place des activités sportives, des pratiques, des activités physiques, je dirais de manière plus large, ça veut dire qu'il faut aussi les intégrer dans les projets aussi des collectivités. Et la mobilité, je l'ai noté, parce que d'ailleurs ce sera le prochain sujet sur lequel nous allons essayer de travailler, parce que cette mobilité-là, effectivement, aujourd'hui, pose question sur l'insuffisance, je dirais, d'interconnexion déjà, l'insuffisance de prise en charge des déplacements, quelle que soit la personne. Vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez revenir, vous ne pouvez pas y aller. Moi, par exemple, j'ai pris un jour le bus pour me mettre à la situation vraiment d'un citoyen qui habite à Bouloire. J'ai pris le bus au Mans, je suis allée jusqu'à Bouloire, mais je ne pouvais pas revenir. Dans la journée en tout cas. Donc je parlais que j'attends le lendemain. Donc vous voyez, effectivement, ça demande aussi à intégrer aussi dans les mobilités, on aura l'occasion de le voir,
des rabattements, par exemple, sur des points où, nerveux, d'une certaine manière, qui amènent, parce qu'il y a des possibilités de prise en charge. Par exemple, nous avons le train, le territoire est irrigué d'une certaine manière de voies ferrées. Au lieu de ramener tout sur le Mans par le bus, ça peut aussi multiplier finalement les intersections. Finalement, je prends un exemple, Connéret, Saint-Marc-la-Brière, Champagné, Arnage. Vous voyez, on a effectivement des possibilités de développer, et puis après, du point X, du point finalement central de l'arrivée, comment on organise et avec quelles compétences. Alors le pays du Mans, par exemple, pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, travaille sur les mobilités, mais il faut aussi que les collectivités, chacune, dans ses compétences, puissent s'intégrer de telle sorte que jouent le relais et contribuent aussi dans l'organisation de ces transports. Je ne sais pas sur ces... Vous m'excuserez, mais j'ai une réunion à la Gévry avant. Bravo, merci beaucoup d'être apporté le message. Bon vent. Moi, je voulais peut-être aussi, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur ce sujet, sur les pratiques, par exemple, ou non, ou sur des projets que vous portez. Moi, j'aimerais bien peut-être aussi poser une question. On voit bien donc mobilité, accompagnement, projet d'établissement, projet finalement d'intégration et du financement aussi et du coût que ça représente, la pratique sportive, etc., pour le sport adapté. Je voulais me tourner un petit peu aussi aux champions, là. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes présenté, vous avez dit où est-ce que vous êtes arrivé, mais comment vous êtes arrivé là, premier élément? Qu'est-ce que ça exigeait? Quels étaient les obstacles auxquels vous vous êtes confrontés et vous vous confrontez encore, peut-être, y compris dans la pratique? Demain, on a dit, demain, il y a les Paralympiques, on va parler beaucoup de sport adapté. Moi, je n'ai pas voulu attendre 2024. Je me dis, on va le faire avant pour voir un petit peu comment chacun, chacune, ici sur ce territoire, pense et comment on peut contribuer. Voilà. On a d'autres champions aussi. Il y a eu Je sais, oui, tout à fait. Donc, allez, qui veut. Alors, je veux dire, on va surtout parler... Moi, je suis Jean-Marie Lavoud, le papa de Jason. Le sport adapté, Jason y est arrivé par nos moyens à nous, puisque on s'est complètement investi pour qu'il en arrive là. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les Jeux Olympiques. On va parler du sport adapté et on va surtout parler du haut du sport. Exactement. Du haut du sport, parce que le sport adapté, aujourd'hui, Jason, il est exclu du monde paralympique parce que cette catégorie n'est pas représentée. Tout à fait. Oui. Comment? Et c'est pas faute de se battre. Il y en a plein. Et c'est pas faute de militer dans le sens. Mais le sport adapté n'est pas représenté au Paralympique. Non. Il est représenté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai abordé le sujet. Il est représenté que par 3 disciplines, à savoir en athlétisme, course, 400 mètres et le lancer du poids. En natation par 2 ou 3 épreuves et en tennis de table uniquement par les simples hommes-femmes. Il faut quand même reconnaître que cette situation n'est pas due à la France en particulier, mais est due au scandale qui avait été provoqué par l'équipe de basket à Sydney, où cette équipe de basket espagnole était venue avec 12 joueurs, dont 10 qui n'étaient pas en situation de handicap. Donc tout l'ensemble du mouvement handicap mental a été exclu et donc toute la difficulté, on a été réintégré, et j'étais à Londres puisqu'on a été réintégré aux Jeux paralympiques de Londres. Ce n'est uniquement qu'à Londres qu'on a commencé à réintégrer le mouvement sport adapté par le biais de la Fédération internationale INAS. Il se trouve que notre président français, Marc Truffaut, est également le président à l'international du sport adapté. Il se bat, il s'est encore battu il y a 15 jours en arrière à la grande réunion du comité paralympique pour demander la réintégration des sportifs d'autres catégories que le handicap mental de niveau 1, donc les personnes porteuses de trisomie avec des troubles associés, voire de sportifs porteurs de troubles du spectre autistique, mais il se heurte aux fédérations internationales
qui ne tiennent pas du tout à accueillir des personnes en situation de handicap mental. Et la meilleure des preuves est la Fédération internationale de ski, qui dans un premier temps avait validé l'entrée du handicap mental. En plus, la France se trouve quasiment délégataire pour les Jeux paralympiques et olympiques en 2030 dans les Alpes. Et on n'a toujours pas abouti, et notre président sur les réseaux sociaux a sommé la Fédération internationale de prendre une décision pour janvier dernier délai. Sinon, la solution que nous avons trouvée, c'est qu'au niveau international, nous allons nous constituer en fédération internationale sportive. Et donc, nous pourrons nous-mêmes permettre l'intégration de nos sportifs. Voilà. Mais c'est effectivement, le scandale est venu de Sydney, puisque à l'époque, aux Jeux paralympiques de Sydney étaient représentées plusieurs catégories de niveau de handicap. Et c'est désolant, puisque sur les compétitions internationales de notre fédération, Jason a toute sa place, et largement d'ailleurs, puisque non content de ses titres de champion du monde de cross, il a aussi un nombre plus que conséquent de médailles sur la piste d'athlétisme. Donc voilà, c'est un petit peu désolant. La représentation n'est pas là, et bon, on a eu la chance d'être reçu par Monsieur le Président de la République à l'Élysée après les Jeux Global Games de Vichy. Il nous a avoué qu'il ne s'attendait pas à accueillir 189 médaillés dans les salons de l'Élysée, et qu'il supposait qu'il n'en aurait pas autant à accueillir après les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Quelquefois aussi, les qualifications, c'est aussi, je pense que Bruce nous a confirmé, c'est qu'il peut y avoir des pénalités suivant le handicap. Il y a des classifications. Il y a des classifications. Oui. Bien sûr. Des classifications. Comme dans le sport, une personne en fauteuil n'est pas dans la même catégorie qu'une personne avec un membre supérieur en moins. Et le handicap, il est mesuré. Et pour être endémique, c'est facile. Hein. Il y a le cariotype. Là, on ne peut pas se tromper. Hein. Voilà. Alors peut-être comme les transplantés en fait. Alors, oui, voilà. Les transplantés, nous ça se Oui, voilà, oui. Bien sûr, c'est du handicap invisible. Voilà. Ça, c'est du handicap invisible. On n'est pas reconnu non plus. On n'est pas reconnu non plus. On aimerait bien être affilié à la fédération handisport. Et c'est pas le cas. Alors, quelles sont les difficultés sur tous ces handicaps invisibles difficultés quotidiennes. Dans le parcours du quotidien, voilà. Le parcours, c'est déjà un suivi à vie. On est fatigué tous les jours. C'est une rechute, un rejet, la peur du rejet, du greffon. Donc c'est pas rien. Donc on est toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc on se bat aussi pour ça, pour ne pas trop y penser. Le sport aide à ne pas trop y penser et aide aussi à éviter les récidives. Donc du coup, moi je suis un peu déçue que les transplantés ne soient pas reconnus, notamment par M. Macron. On a bien les encouragements de M. Macron au départ des Jeux, mais après on n'est pas reçu à l'Élysée comme des champions olympiques. Alors qu'on se bat pour la France, voilà, on représente la France. Oui. Et c'est un peu décevant. Pour nous, ça a été quelque chose de vraiment exceptionnel. C'était la première fois qu'on était accueillis. Et, tant mieux, c'est très bien. Et nous, pas de... Oui, mais quelquefois, c'est effectivement... Après, bon, on peut être accueilli, on est touché. Je pense que quelquefois, voilà, ça s'arrête là. C'est ça le problème. En fait, les rencontres servent aussi à rebondir. Et quelque part, quand on a aussi la possibilité d'avoir de la décision, de l'orientation à donner, c'est quand même mieux. Donc effectivement, oui, peut-être aussi par le travail des fédérations, c'était la première fois pour vous. Ah oui, oui. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à porter un petit peu ce message pour pouvoir aussi, plus on en parle, plus finalement la société prend conscience aussi. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, sinon c'est impossible. On reste cantonné sur ce qu'on connaît uniquement et sans se mettre à la place où il n'y a pas d'empathie pour pouvoir finalement aller plus loin. C'est ça la question. C'est pour ça que c'est important de connaître aussi un petit peu les obstacles
que vous rencontrez, que vous avez rencontré, que vous avez peut-être vous avez surmonté, peut-être ça peut aider aussi d'autres de s'inspirer de la manière dont vous avez abordé un petit peu aussi ces situations difficiles, et puis peut-être encore des obstacles qui sont toujours présents dans l'exercice de votre sport, dans l'exercice quotidien, parce que je connais quelques difficultés aussi de reconnaissance, de dégagement du temps. Voilà, quand vous avez même par exemple des championnats, vous n'êtes pas forcément pris tous en considération par les... Pas de statut de haut niveau. Par le statut, l'employeur, etc. C'est ça. Il n'y a pas de statut de haut niveau alors que les fédérations... Voilà. C'est sur le temps personnel. Oui, c'est ça. Je travaille et tous les soirs après le travail, je vais m'entraîner. Voilà, j'ai pas de temps pour m'entraîner qui m'est accordé. Pas du tout. Et au niveau coût financier aussi, je me débrouille. C'est moi qui dois tout fournir, chercher des sponsors. Je n'ai pas d'aide. Ça reste compliqué. Le financement pour aller en compétition nationale, ça reste compliqué. Mais je pense que l'inclusion, c'est à l'école. Pour le handicap mental, moi j'ai eu un jour l'occasion d'être dans un amphithéâtre où il y avait 300 jeunes qui avaient 25 ans. Il y avait des jeunes filles qui avaient fait une thèse sur le handicap et donc sur la trisomie. Et je leur ai demandé combien avaient croisé dans leur cursus scolaire des personnes en situation de handicap dans leur... 3 ont levé la main, c'est tout. Parce que le handicap, s'il était présent à l'école depuis la maternelle, les gens n'auraient pas ce même regard sur le handicap, parce que on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire, c'est là puisqu'on ne les côtoie pas. Voilà. Pour rebondir à ce que dit le monsieur, alors moi je suis enseignant en maternelle. J'ai un enfant qui est cette année dans ma classe qui relève du handicap. Le problème, c'est que l'État ne met aucun moyen. Alors on veut bien, nous on veut bien enseigner. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir une répercussion inverse. C'est-à-dire que, comme c'est mal fait, qu'on n'y met pas les moyens, et ben en fait, on se retrouve avec des parents, les parents des autres enfants qui se retournent vers nous, les enseignants, en disant mais il y a un enfant qui perturbe la classe, et nous, on n'a pas les moyens pour essayer. On nous met des AESH, mais qui ne sont pas formés. On veut faire le maximum. Moi, je dis toujours, je suis un enseignant, je suis généraliste, un médecin donc je peux faire ici. Mais quand c'est là ou là, je ne sais pas trop faire. Et personne ne m'apprend à le faire. Et dans le sport, je suis aussi entraîneur dans le sport, en athlétisme. Et j'aimerais qu'il y ait des professionnels qui interviennent dans les clubs, parce que c'est pareil, en tant qu'entraîneur, je ne sais pas faire quand il y a du handicap, parce que je n'ai pas été formé pour. Déjà, quand je me suis formé comme entraîneur, mais sur du bénévolat, les bénévoles sont de moins en moins nombreux, nos structures, on n'arrive plus à les faire vivre pour les gens qui ne relèvent pas du handicap. Alors, de là, pouvoir mettre une personne pour un sportif, c'est encore plus difficile. Et puis, il faut réussir à faire cohabiter les sportifs de tous les jours avec les sportifs qui relèvent du handicap. C'est aussi difficile. Donc on aurait besoin, moi je vois au niveau de la Fédé, je suis aussi au comité départemental d'athlétisme, on a des conseillers techniques. Peut-être qu'on aurait besoin de conseillers techniques comme les gars qui passent dans les structures pour nous conseiller, pour nous aider. Moi, pareil, dans la commune où j'enseigne et où je suis entraîneur sportif, je vois un petit garçon qui est en fauteuil roulant. Je me dis, on a une super piste à Montfort-le-Génois qui est toute neuve. Peut-être que ce petit garçon-là, j'aimerais bien le voir. Je l'ai vu à l'école, dans ma classe. J'aimerais pouvoir le voir sur la piste. J'en ai parlé aux parents, mais je crois que il est suivi à l'Arche et tout. Mais je crois que ça n'a même pas évoqué, ça n'a même pas été évoqué de lui faire du sport. Or, il a sa sœur qui fait des crosses. Le week-end dernier, il a été encouragé sa sœur à faire un cross. Et j'aimerais bien que cet enfant-là, un jour, il puisse faire la même chose. Et que moi, je puisse l'encourager L'année dernière, je lui ai fait faire un tour de piste. Il était tout content avec son déambulateur. On a fait un tour de piste.
il n'y a rien de fait. De toute façon, tant qu'on n'aura pas une politique nationale, parce que ça c'est bien beau, l'inclusion, oui, mais qu'on y mette un minimum pour, de moyens en personnes et financiers pour qu'on puisse faire vivre tout ça. Voilà. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a porté avec mon groupe l'année dernière encore la question de l'inclusion par l'école, particulièrement. Le nombre, on avait fait ici, il y a un an, une réunion sur les aidants, globalement, et puis aussi des parents, nombreux encore, hein, que je rencontre, qui connaissent des situations de handicap, d'intégration de leur enfant dans une classe, etc. Et tout. Et en fait, quand on a demandé des moyens, oui, disons oui, on a augmenté les moyens, à part que ils ont augmenté les moyens, mais ils ont finalement divisé le nombre d'heures pour accueillir plus d'enfants. En fait, les moyens, l'augmentation, ce n'est pas une réelle augmentation par rapport à ce qui est prévu initialement pour chaque enfant en termes d'accès à l'école, mais c'est vraiment une division du nombre d'heures par personne accompagnante et par personne finalement concernée, c'est-à-dire un enfant concerné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants dans les écoles sont moins accompagnés que précédemment. Et ça, on a tout le temps des situations. Tu parlais de la question de la formation des enseignants. L'institution qui est celle de l'éducation nationale, malheureusement, vu les demandes et les besoins, ne répond pas à la hauteur des besoins aujourd'hui. Mais c'est parfois, je dirais, c'est qu'on a aussi des personnels, mais qui ne sont pas formés. Et il n'y a pas de crédit pour former les enseignants aussi à accueillir tel type de handicap, être accompagnés aussi d'éducateurs sportifs pour pouvoir finalement porter un projet collectif au sein d'une école, etc. Cela n'est pas prévu dans le système et c'est vrai que chaque fois on a un petit peu de petits bouts, et ça crée vraiment de la déception, de la crispation. À la base de la formation, par exemple, des professeurs, le handicap n'est pas intégré dans la formation. Non. C'est qu'on a demandé, nous. Même les médecins, enfin, ils ne sont pas formés non plus. Alors, les études médicales évoluent. Ils ont évolué aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un nouveau texte, il y a eu des rapports des IGAS qui a été fait justement sur la réforme des études. Donc, il y a un certain nombre de nouvelles matières qui entrent dans la formation des médecins, par exemple, y compris même la question de la sociologie, de la psychologie, enfin, un certain nombre d'autres domaines qui sont nécessaires, parce qu'un médecin qui annonce une décision, parfois on peut ne pas être aussi psychologue que ça, donc ça peut être mal pris aussi. Donc voilà, ça s'apprend et ça se forme. Et aujourd'hui, les études intègrent un certain nombre de modules nouveaux. Voilà. Oui, tout à fait. Ça évolue. Très lentement, vous savez. Très lentement, voilà. Mais peut-être, Frédéric... Ouais, après, moi, j'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, ça s'appelle la médiatisation. Oui. La médiatisation, c'est, voilà, je pense que... Après, voilà, la France n'est pas... Le handicap n'est pas forcément une priorité pour notre pays, on n'en parle pas assez. Moi, je le vis au quotidien à travers mon sport et toutes les autres disciplines. Quand on voit pour les Jeux olympiques tout ce qui est diffusé et quand on voit pour les Jeux paralympiques tout ce qui est diffusé, bah, moi ça me fait un petit peu mal au cœur parce que bah, en fonction de la Paralympiade, en Rio, par exemple, en 2016, avec le décalage horaire, bah, le paralympique, il le passait la nuit. Bien sûr. Et pour l'olympique, il passait ça toute la journée. Donc on pouvait avoir du sport quand on voulait. Et ça, il y a toujours des petites différences. La découverte du paralympique, voilà, on est encore rendu en 2023. Et je pense que ça continuera encore. Hein, ça évolue, mais voilà, très très lentement, on va dire. Ils sont encore sur les aérofreins. Mais voilà, il y a des milliers de choses à faire. Et voilà, je pense que c'est le problème, c'est que vous êtes cumulard. Parce que d'un côté, le handicap n'est pas... On ne fait rien pour le handicap.
mais en France, on ne fait rien pour le sport non plus. Donc, on n'a pas une politique du sport. On voit bien là, on va nous dire qu'on ne va pas ramener de médaille l'été prochain, mais si on prend à Londres, ça faisait 10-15 ans qu'ils travaillaient sur le sport, qu'ils avaient une politique du sport pour ramener des médailles. Nous, il n'y a eu strictement rien de fait dans les fédérations. Je vais vous dire quelque chose. Il y a l'ANS qui a fait une étude. Oui. Alors, je n'ai pas forcément le droit de le dire, mais je vais faire le double à Paris avec une certaine personne. On est actuellement la paire numéro 3 mondiale en double et nous ne sommes pas médaillables. Voilà ce qui a été annoncé par un logiciel, je ne sais pas lequel. Algorithme. Voilà. Donc nous ne sommes pas médaillables actuellement, alors que nous sommes actuellement cette semaine la paire numéro 3 mondiale. Voilà. Donc on va faire en sorte de prouver le contraire et de faire taire ce logiciel. À titre d'information, et on peut en parler puisque c'est passé donc il y a 4 ans en arrière aux Jeux Olympiques, donc l'ANS avait préjugé de résultats pour les sportifs de la Fédération française de sport adapté. Leur fameux logiciel a fait ressortir le fait que les médaillés qu'on a eus, en particulier notre champion paralympique sur 400 mètres et nos 2 sportifs de tennis de table, n'étaient pas dans la liste. C'était les autres qui avaient été choisis comme étant les médaillables potentiels. Voilà. On va faire changer les choses. Écoute, je souhaite vivement que ton dossier, vivement que ton dossier arrive sur la table quand je serai en commission de sélection. Alors, ça sera un grand bonheur. Effectivement. Mais c'est vrai, Leïla, elle serait là, elle aurait parlé un petit peu de sa discipline, par exemple, le karaté, finalement, qui a eu, avec des systèmes de notation, etc., qui ne peuvent pas aller aux Jeux Olympiques. Enfin, voilà, donc c'est vrai que finalement. Alors, parallèlement, il y a un travail qui se fait aujourd'hui. Pour l'instant, elle est au niveau des auditions, etc., sur le modèle des fédérations, le rôle des fédérations et les pouvoirs qu'exercent les fédérations. Et comme s'il y avait une réforme, voilà, une impulsion nouvelle. Pour l'instant, il y a des auditions. Je sais que dans différents niveaux, et pas toutes les fédérations, mais certaines particulièrement qui posent quand même des questions, qui soulèvent régulièrement des questions au niveau national. Je ne vais pas donner les noms, mais voilà. Mais c'est aussi, voilà, c'est-à-dire que c'est aussi des domaines qui peuvent aussi être à la fois le réceptacle de pratiques, de problématiques qui sont exprimées, mais qui peuvent aussi apporter des réponses et des solutions. Et si ce réceptacle, qui peut être la fédération, ne le fait pas, ne le porte pas, on se trouve coincé. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein, ça, voilà. Mais si on veut vraiment avancer aussi dans ce pays, y compris sur la question de la pratique sportive, des pratiques, des activités sportives aussi, c'est vrai qu'il faut se donner aussi un peu les moyens à différents niveaux. Ce n'est pas forcément toujours le coût, mais c'est aussi le penser en amont. C'est le penser en amont. Et ça, c'est ce qu'on a abordé la dernière fois un peu sur la question de la santé quelque part, parce que la santé, il faut prendre soin, que chacun, handicap ou pas handicap, ça évite, c'est aussi la prévention. Et c'est vrai que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec le médecin de l'Assemblée nationale qui participait à un colloque sur la prévention internationale avec pas mal de médecins européens d'autres pays. Et elle était complètement triste et effarée du retard qu'en France nous avons en termes de prise en compte de la prévention dans les politiques publiques. Quand on voit un Danemark qui effectivement la prévention est le premier élément et que ça permet de faire, enfin, ça coûte moins cher la prise en compte de la santé et de la sécurité sociale, on peut dire. Voilà, c'est vrai. On peut le parler aussi pas plus tard que cette semaine avec l'AME, en disant que les gens viennent de l'étranger pour se faire soigner ici. Si on supprime ce système de l'AME, ben ça veut dire que le coût sera, toutes les études le montrent, sera plus cher parce que ce sera dans l'urgence qu'on aura finalement à soigner. Donc voilà, ces problèmes de prévention, ça se prend à différents niveaux et l'exemple
de la santé est l'exemple du sport, parce qu'il est lié aussi à la prévention, la pratique, ben on est un petit peu on est en retard. Voilà. Je sais pas si... Oui. J'aimerais bien que Marcel nous dise comment il pratique le sport. Alors, je suis Marcel, je fais du handi-basket international camerounais. Oui. Alors, moi, à l'époque, j'étais au Cameroun. Lorsque nous avons, on s'est mis en groupe, fédération, simple association, je vais dire, de défense des droits des personnes en situation de handicap. Et nous étant donc passionnés du sport, et on était un peu frustrés. Vous savez, quand on est tout gamin, on se dit... moi, personnellement, quand j'étais tout petit, je demandais toujours à mes parents, c'est eux qui me l'ont rapporté, hein, mais pourquoi mes copains frappent du ballon du pied et moi, je suis obligé de frapper le caméra. Voilà, avant que je puisse prendre véritablement conscience du handicap. Et la passion pour le sport, grandissait. Et puis, tout un coup, avec des camarades, on a découvert qu'il existait justement la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap, mais ailleurs. Et comment faire donc pour que chez nous aussi ce soit effectif? Et c'est comme ça qu'on s'est mis en partenariat avec d'autres associations françaises, d'autres pays, on s'est développé. Et c'est ainsi qu'avec eux, avec leur concours, parce que déjà le matériel, c'est ce que c'est, en plus de l'autre côté des pays qui, voilà, je vous épargne la suite. Et c'est comme ça qu'on commençait à recevoir du matériel issu de notre partenariat et on a réussi à mettre le mouvement sur pied. Et par la suite, il y a eu, on avait un formateur, le principal formateur du sport professionnel en situation de handicap, qui était un simple, il était professeur d'EPS. Et c'est comme ça que par le biais du ministère des Affaires sociales, c'était une bataille, hein, c'était pas... On a essayé, après des pieds des crus auprès des autorités, obtenu la possibilité pour lui de venir en France suivre une formation en ce sens. C'est comme ça qu'il est venu, il est rentré, quand il est revenu au pays, on a véritablement lancé le mouvement, et avec toutes les difficultés que ça comportait, on a été, ça c'est même un fauteuil, je dirais, c'est l'idéal, c'est le paradis. On avait des simples fauteuils orthopédiques médicaux pour commencer, parce qu'il fallait mettre la chose en place et au fur et à mesure, on a pu batailler dur pour obtenir l'existence d'une fédération qui désormais nous permettait d'organiser un championnat national et de prendre part aussi au championnat au niveau international. C'est ainsi qu'on a constitué les clubs, les championnats, et puis il y a eu des sorties où on allait avec l'équipe nationale de handibasket, présenter le pays, et on revenait avec des médailles également, comme tout le reste. Bon, après, les récompenses, c'était pas toujours ça. Hein. C'était pas toujours ça, au même titre que, même comme on nous fait savoir qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur, mais on s'est rendu compte qu'on était parmi la minorité. Parce que quand on voit ce que, j'ai rien contre les footballeurs, hein, quand on voit ce qu'un footballeur ou alors une équipe de football reçoit sur la médaille rapportée, et on voit ce que nous, le handi-basket, situation de handicap, ramène médaille, c'est l'année le jour, quoi. On s'est dit, ben, on parle c'est pareil pour les femmes. C'est voilà. pareil pour les femmes. Non. Les équipes de football féminines qui gagnent, ben, elles sont moins bien traitées que les autres. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des problématiques communes qui nous amènent à se mobiliser. Ça, c'est vrai. Du coup, il a fallu batailler dur pour surpasser cela et puis on s'est dit, ben, nous, notre défi, notre challenge à nous, c'est de mettre d'abord notre passion en avant, la vivre, et puis, quel que soit le regard voilà, de la société ou les discriminations quelconques, mais on essaie de vivre au moins le fait. Ben, je ne vous mentirai pas que nous sommes écœurés, et moi, c'est le volet, le sujet que je poserai ce soir, quand j'ai eu, grâce à Michel, le flyer, je me suis dit, ben, je viendrai. Et moi, ce qui m'écœure, je prendrai un sujet qui fâche.
c'est la professionnalisation du sportif, de l'athlète en situation de handicap, c'est-à-dire le statut de haut niveau de l'athlète handicapé. Comment est-ce que, excusez-moi, mais moi je ne conçois pas le fait que les personnes dites valides vivent de leur art et que l'athlète, le sportif en situation de handicap ne puisse pas illégalement. Vraiment, ça relance au point de statut. Même en étant statut de haut niveau. Franchement, on fait du haut niveau au point où on représente la patrie et qu'en retour, il n'y a pas un statut d'athlète de haut niveau en situation de handicap. Si. Franchement. Si. Après, on fait le même sport. Hein. Il y a le même sport. Sauf qu'il y en a qui le font debout, il y en a qui le font assis. Hein. Voilà. Et il y en a, c'est visible, et d'autres, c'est invisible. Exactement. Mais il y a bien un statut de sportif de haut niveau, mais simplement, c'est un statut, mais il n'y a pas de les finances qui vont avec. J'en ai quelques médailles, une médaille d'or, des amis m'ont dit, mais il doit être riche avec toutes ces médailles. Il a riche d'expérience. C'est bien déjà. On pourrait parler un petit peu aussi, à la fois, je vais laisser la parole, du coût aussi. Non seulement du coût, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur l'accès, etc. Ça a d'abord un coût. Qui et comment on le prend en charge, donc j'ai bien noté ces éléments-là. Mais lorsque nous sommes aussi de haut niveau, comment on finance finalement une saison? Vous l'avez dit, on en parle régulièrement. La médiatisation, est-ce que peut-être on peut avoir des retombées aussi pour faire en sorte qu'on puisse financer une saison, parce que c'est aussi des coûts impactés. Voilà, j'aimerais bien aussi qu'on aborde ce sujet-là. Mais avant, peut-être laisser la parole. Oui, on parle d'inclusion dans le sport, mais on a parlé d'activité, mais au niveau du métier. Comment on valide ou on valorise l'intégration des personnes en situation de handicap physique dans le métier du sport. Tu viens de parler, moi je suis bon, mais de sportif de haut niveau, comment son statut, on ne sera pas toujours sportif de haut niveau. Si tu es passionné de sport, comment demain, alors que tu aurais plus de capacité à être sportif de haut niveau, tu pourrais rester dans le sport. Tous les bébés, ceux qui connaissent un peu, les bébés JEPS, APT, j'en passe, c'est des meilleurs. Les BE maintenant. Il n'est pas écrit dans les textes que c'est tel ou tel public qui peut accéder à ce diplôme. J'ai eu une expérience, c'est que dans le club de la JSLM, il y avait une personne qui est dans la même situation que Frédéric. Elle ne pouvait plus malheureusement retourner dans le milieu de l'industrie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, écoute, je voudrais bien aller dans le sport. Quand on regarde le BPGEPS, ceux qui connaissent, prétendent à la formation, il y a des tests à passer. Le test, j'en cite 3, marcher sur une poutre, sauter une rivière, franchir une levée. Bon, à l'aise. Donc, j'ai pas lâché le morceau. Je me suis rapproché de la SDJES, notre Jeunesse et Sport, direction départementale du sport, la LARGES, la direction régionale, les CMEA, et on a adapté les tests à une personne en fauteuil. Résultat, la personne a eu son diplôme, là, il y a quelques semaines. Elle a son diplôme d'éducateur sportif. Elle va pouvoir, entre guillemets, vivre de ce métier pour être salariée dans une structure. Elle intervient avec les enfants. C'est bonheur pour elle. Et je trouve qu'on ne valorise pas, ou on ne fait pas assez de communication qu'une personne en fauteuil peut aussi accéder à un métier du sport, d'éducateur sportif. Et ce qu'on a découvert avec les collègues de la SAGES et autres, c'est qu'en fait, c'était bien prévu. Non. En fait, on a tout mis en place parce que c'était jamais fait. Je ne vous dis pas que ça a bousculé tout le monde. Hein. Les CMA qui se sont retrouvés dans leur effectif de 12 stagiaires avec une personne au fauteuil, vous avez prévu normalement de faire des sessions à l'extérieur. C'est mort, c'était avec des escaliers. Donc tout le monde a été obligé de faire la. En plus, les CMA. Mais vous avez une chance inouïe. Vous êtes un an en formation avec une personne qui est vraiment en fauteuil.
qui vous dit que demain, quand vous aurez votre PP, vous n'aurez pas dans le groupe quelqu'un qui sera, peut-être provisoirement parce qu'il a fait une chute de ski, j'en sais rien, en situation de fauteuil. Vous avez une sortie d'adapter votre exercice à une personne en fauteuil. Donc c'est possible. C'est possible. Sauf qu'il faut mettre les moyens pour faire communiquer, donner l'information, c'est ce que je fais. C'est très... Et ça vient pas de l'État. C'est comme du sport. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. En attendant, il y a des personnes qui ont des contraintes horaires si elles veulent prendre la parole avant. Comment vous êtes venu le sport? Parce que moi, je vais mettre en voiture et je ne fais pas de sport. Est-ce que vous étiez sportif là? Alors je vais raconter un petit peu mon histoire, oui, quand même. C'est intéressant. Donc moi, j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans, par l'intermédiaire de mes parents qui le pratiquaient. Naturellement, j'ai commencé à ramasser les balles pour eux. Après, j'ai fait du mur. On m'a offert ma première raquette. Et puis j'ai commencé à jouer sur un terrain normal. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis, donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu cet accident en 2002, j'avais 23 ans. Et là, ouais, qu'est-ce que je fais? Le tennis, j'aimerais bien le continuer, mais je ne sais même pas si c'est possible, je ne sais même pas si ça existe, je ne sais même pas... Et là, j'ai eu une très très grande chance quand même, par l'intermédiaire du centre de rééducation à l'Arche, où j'ai été invité quelques mois, voire quelques années. L'animateur sportif qui a connu mon histoire est venu dans ma chambre pour me proposer, et m'informer et me proposer de faire du tennis fauteuil. À l'époque, il y avait une section qui était à Alonne, une section tennis en e-sport. Et donc, chose que je ne connaissais pas, après je ne savais même pas qu'on pouvait faire du tennis en fauteuil. Pour ça, je parlais tout à l'heure de la médiatisation, donc ça m'est venu comme ça. Et j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le tennis, ça a toujours été dans mon sang, on va dire. Et donc me voilà parti au tennis club d'Alonne pour faire un essai tennis fauteuil. Et là, je suis tombé sur un groupe, en fait. Alors, c'était du loisir. Il n'y avait pas d'encadrant, c'était juste des joueurs comme ça qui jouaient pour leur plaisir. Donc, ils m'ont intégré dans le groupe. Et du coup, ils m'ont prêté un fauteuil de tennis. Et on a commencé à échanger les balles, sauf qu'ils ne m'ont pas dit comment ça fonctionnait. Sauf qu'ils m'ont mis le derrière dans le fauteuil et débrouille-toi. J'étais rendu à un point, moi, au centre de rééducation. Alors, j'avais mon gros fauteuil de 25 kg de sécu, et c'était les murs qui me faisaient tourner. Je ne savais même pas le manier, encore, le fauteuil. Donc, vous doutez bien que quand on vous met dans un fauteuil de course, parce que c'est un fauteuil de sport qui est très sensible, très maniable, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, comment on arrive à manier ce joujou, quoi. Et le problème qui s'est passé, c'est que moi, où j'ai été très frustré au début, c'est que la balle qui était à 20 cm de moi, quand on est debout, on peut tricher avec ses jambes. Quand on est en fauteuil, ça, c'est pas possible. On est obligé d'avoir le bon placement pour pouvoir taper la bonne balle. Et donc, forcément, comme on m'a rien appris, j'ai fini la séance, j'étais en larmes, parce que il n'y avait aucune réussite, il n'y avait que des échecs. Et j'ai dit c'est bon, on arrête les frais, je ne veux plus en entendre parler. J'ai dit, ça faisait quand même quelques années, voire quelques décennies que je jouais au tennis. J'ai dit, c'est bizarre, je ne peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain, quoi. Donc j'ai appelé mon coach, qui était mon coach avant mon accident et qui est toujours actuellement. Je lui ai expliqué la problématique et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, on va faire ça autrement. On va commencer déjà par faire des petits parcours, pouvoir un peu te déplacer avec ton fauteuil, parce que actuellement c'est les murs qui te déplacent, donc c'est pas terrible. Et voilà, et donc j'ai commencé à me familiariser avec mon premier fauteuil. Et après, on m'a fait taper des balles. Alors, j'avais pas beaucoup de force au début, donc on a fait sur un terrain très mini-tennis, on va dire, et avec des balles en mousse, parce qu'au début, il faut qu'il y ait de la réussite, donc il faut que dans les exercices, on puisse les réussir.
et prendre confiance surtout. Et j'ai commencé pédagogiquement, il a commencé à être bon, sans avoir de formation, hein. C'était comme ça à l'impro. Et on a commencé gentiment à faire des échanges, et après on a reculé au fur et à mesure pour arriver à la ligne de fond et au terrain normal. Et c'est comme ça que j'ai commencé le tennis fauteuil, par l'intermédiaire de l'Arche et par l'intermédiaire de mon coach actuel, qui m'a donné l'envie et ce qui m'a permis d'arriver au niveau où je suis actuellement. C'est passé par différentes étapes. Et après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que donc j'ai eu mon accident en 2002. En 2003, on m'a invité à un championnat de France individuel. C'était à Honfleur, je m'en rappelle. Et le DTN me dit, donc on discute un peu ensemble, je fais un essai, enfin je vois ce que je peux faire avec lui. Et à la fin, il me dit, je crois qu'on va être amené à se revoir très très rapidement. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et puis ça me fait plaisir, un DTN, c'est un sélectionneur, enfin, c'est quelqu'un d'assez important. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, c'était le tout début, quoi. Et effectivement, on s'est revus très très rapidement, et j'ai intégré l'équipe de France, et puis j'ai fait des compétitions nationales, internationales, et puis voilà, je suis monté au niveau où je suis actuellement. Mais après voilà, il faut savoir ce que vous voulez faire, quel sport vous intéresserait, et après... Exactement, parce que le sport c'est quelque chose de ludique dans un premier temps. Mais il faut se faire plaisir dans un premier temps. Après on parlait de la santé, parce qu'effectivement le sport, moi c'est quelque chose qui m'a sorti de mon acceptation d'accident. Et voilà, après moi j'ai voulu me lancer dans une carrière de sportif de haut niveau. Parce que c'est mon choix, parce que je sais que moi, quand je fais un sport, j'aime bien le combat, le challenge, tout ça. Donc moi, il faut quelque chose au bout. Donc moi, c'est la compétition. Et j'ai monté les échelons les uns après les autres assez rapidement, et par rapport à d'autres. Et voilà. Et je suis très fier de ce que je fais actuellement. Je pense que j'ai un palmarès qui est quand même plutôt pas mal, et je pense que j'ai encore des choses à faire vivre à moi et aux gens, et voilà. Donc après c'est le message que je voulais passer, et vous encourager. C'est pas parce qu'on a un handicap ou une faiblesse que le sport on peut faire des choses. Voilà. Après, il faut les adapter, il faut effectivement donner les moyens de pouvoir le faire. Qui s'est adapté aussi. Alors, entre-temps, mon coach a passé le diplôme pour pouvoir enseigner le sport en fauteuil. Pour faire un peu de pub, alors il est à la retraite actuellement, il a été prof de STAPS à l'université, c'est Gilles Gagé, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et on a aussi intégré les APA. Moi j'ai été, j'ai été beaucoup, pendant quelques années, j'ai été cobaye pour les APA. Donc j'avais fait des démos avec des étudiants pour montrer un petit peu ce qu'était le tennis fauteuil. Et après, on a mis les étudiants aussi dans les fauteuils pour qu'ils se rendent compte du quotidien qu'on peut vivre et des problématiques. Et après, voilà, on est rentré dans un échange questions-réponses, de partager un petit peu ce que moi j'ai vécu à travers mon handicap, et puis les messages que j'ai pu donner aux étudiants. Après, je pense qu'il y en a peut-être qui ont été dans cette branche, et qui enseignent. Voilà, ça a été ton cas, ouais. Voilà. Et puis du coup, je suis content que ça puisse plaire, de pouvoir aider les gens, et puis par l'APA, et puis Hugo aussi, voilà. C'est grâce à l'APA. Moi, c'est vraiment grâce à l'APA que j'ai repris justement le sport et le goût du sport, et ça a vraiment changé ma vie, parce que du coup aujourd'hui je peux prétendre à je vais participer au championnat du monde en aviron indoor sur l'ergomètre au mois de février, chose qui me paraissait
quasi impossible quand on a déclaré une maladie. Moi, j'ai une sclérose en plaques. Et en fait, le sport, c'est très salvateur parce qu'en plus, ça me permet à moi de récupérer beaucoup plus vite quand j'ai un épisode mauvais, parce qu'au final, dans ma vie de tous les jours, si on parlait du handicap invisible tout à l'heure, moi c'est le cas. Par exemple, je peux avoir des gros coups de fatigue. Je pense par exemple sur les caisses des supermarchés, si un jour je passe à une caisse, voilà, on me regarde toujours avec des yeux, on me demande même, c'est bien, quelle est ta mère, et c'est un peu, voilà, ça c'est compliqué, mais voilà, aujourd'hui le sport, non seulement ça change ma vie et ça me met des objectifs, voilà, ça me permet de continuer. Et j'ai également fait mon projet professionnel par le biais du sport. Et ça, je trouve ça assez intéressant. En fait, le but, c'est que je sois l'employé du club d'Aviron. C'est ce qui a commencé à être discuté là, il y a quelques semaines avec mon club. Donc il serait plutôt favorable à l'idée, favorable à me former. J'ai déjà commencé à être formé d'ailleurs dans ce sens. Et je commence à prendre des créneaux pour encadrer les jeunes, notamment le jeudi soir. Donc voilà, il me laisse un petit peu faire justement pour que je puisse prendre de l'expérience. Alors, si ça se fait, normalement ça se fera qu'en septembre prochain parce que j'ai ma saison qui est hyper importante. J'ai eu un stage de détection équipe de France il y a 3 semaines. Donc du coup, on nous a donné des axes de progression pour vraiment essayer d'aller chercher une sélection. Donc voilà, c'est vrai que moi, le sport, c'est quelque chose que je peux que encourager à faire. Et on peut, partant de pas grand-chose, voilà, si on se donne comme il faut, en fonction de ce qu'on a envie aussi, parce qu'on n'a pas tous envie de faire du haut niveau. Mais voilà, moi c'est en tout cas le but, c'est bon. Moi j'ai envie de vous applaudir. C'est vraiment des très bons messages. Et finalement ça touche tout le monde en fait. Et je pense que c'est quand on prend la question ou le problème, parfois de par ce biais-là, on arrive finalement à mieux traiter, à mieux adapter les situations, trouver les financements, faire en sorte que finalement il y a de l'inclusion. Je retiens quand même quelques mots. En fait, la médiatisation, ça c'est important. Plus on en parle, en fait. J'ai parlé aux journalistes, je remercie d'ailleurs ceux qui sont présents, pour qu'ils parlent aussi de quoi il s'agit et des bienfaits que ça peut porter à différents niveaux, cette pratique. Vous avez parlé de l'inclusion, ça c'est important. Et vous avez parlé des moyens nécessaires, par contre, donc, pour faire face non seulement à l'accompagnement et à l'organisation, mais également aussi à tout ce qui est différents coûts aussi, ça se place à différents niveaux. Et puis la mobilité, pouvoir faciliter l'accès aux structures au moment où on a envie et pas que ce ne soit pas forcément un rendez-vous un mois avant. Quand même, c'est difficile. Bon, ça, malheureusement, voilà, les messages passent. Pouvoir y aller et revenir, en fait, c'est quand même pas mal. C'est comme certains. Et puis le statut. Je notais aussi la question du statut. Donc ça veut dire que à partir de ces 5, je dirais items pour moi, on pourra continuer à travailler aussi sur des questions qu'on peut poser au ministère, avec des propositions qu'on peut dégager pour pouvoir leur demander de chiffrer, mettre en place d'expérimentation aussi. Et ça, c'est important. Et je voulais rebondir à ce qu'il disait Frédéric. Moi, j'ai connu, dans une vie antérieure, j'ai encadré des étudiants qui avaient beaucoup d'imagination et des projets tutorés. On appelait ça à l'IUT, je suis enseignante à l'IUT. Et en fait, ils avaient réalisé des fauteuils
à partir d'un fauteuil roulant, comment finalement on peut pratiquer un sport. Alors c'était du ski, par exemple. Donc ça demande, bien sûr, des projets qui ont été réalisés d'ailleurs, avec des brevets, pour pouvoir finalement permettre la pratique du sport, Donc voilà, je crois que le travail qui se fait aussi par l'enseignement, par l'éducation, à l'université, la recherche, ça nous amène d'aller plus loin encore, parce qu'on en parle, mais finalement on cherche. Et parce qu'on cherche, on trouve. Donc c'est ça aussi, ça ne s'arrête pas, le sujet ne s'arrête pas vraiment à un niveau de réflexion, mais c'est plusieurs secteurs et plusieurs domaines qui peuvent s'impliquer.